Au cœur de Saint-Tropez, nichée à l'abri des regards derrière les pins parasols, une demeure garde ses persiennes obstinément closes depuis de longues semaines. Le silence est total, pas une âme qui vive. Même les journalistes les plus tenaces ont fini par déserter les lieux. C'est là qu'une femme de 89 ans vit ses derniers instants, dans la plus grande discrétion, la plus complète, loin des crépitements des appareils photos, sans le balai des ambulances ou l'honneur de la garde républicaine, simplement une dernière expiration, un murmure à peine audible piou-piou. Voilà comment Brigitte Bardot, véritable mythe mondial, aurait tiré sa révérence, non pas sur le velours d'un tapis rouge ni sous le feu des projecteurs, mais bien dans cette pénombre qu'elle a si ardemment désirée. Néanmoins, derrière cette disparition tout en retenue, se trame l'une des plus spectaculaires énigmes de l'histoire du 7e art. Comment une icône vénérée par des millions de personnes a-t-elle fait le choix de tout quitter, de s'effacer du monde et de s'emmurer dans le silence durant un demi-siècle? Et si la réalité que Bardot a cherché à dissimuler était infiniment plus poignante que la somme de toutes ses œuvres cinématographiques? Brigitte Anne-Marie Bardot voit le jour le 28 septembre 1934. Entre les murs opulents d'un appartement du 16e arrondissement de la capitale. Elle est issue d'un milieu aisé, pétri de catholicisme et de tradition, et conservateur dans son essence la plus profonde. Son père, Louis Bardot, est un industriel prospère du secteur pharmaceutique. Sa mère, Anne-Marie, surnommée Toti, dirige avec une autorité inflexible l'éducation de ses 2 filles. Au sein de ce foyer, les rires à table sont proscrits. On se doit d'avoir une posture impeccable. On est façonné pour correspondre aux attentes des autres. Très jeune, Brigitte ressent une dissonance, un malaise. On la part de vêtements de poupée. On lui enseigne l'art de sourire pour complaire. Sa mère lui dicte la pratique de la danse classique, l'étude du piano et par-dessus tout, la soumission. Dès l'âge de 8 ans, son nom est inscrit au Conservatoire de Paris. À 9 ans, elle fait déjà l'expérience du tourment de la perfection exigée. Le plus infime écart est sanctionné par une humiliation. Une simple mèche rebelle suffit à attirer le regard glacial de Toti, qui s'abat sur elle. Cependant, Bardot n'a rien d'une enfant soumise. Elle aspire à la liberté, à la sensation de l'herbe sous ses pieds nus, à l'envie de se défaire de ses chaussons de danse. Mais elle est privée de ce choix. Pour trouver sa place dans cette famille, l'apparence est reine. C'est ainsi que Brigitte apprend à réprimer ses sentiments, à se forger une façade, ce même masque qui, des années plus tard, la propulsera vers la gloire tout en devenant sa cage. À 14 ans, sa beauté devient éclatante. Le voisinage la compare à une sculpture de l'Antiquité grecque. Un photographe de mode, ami de la famille, la repère et suggère sa participation à une séance photo pour le magazine Jardin des modes. Toti donne son accord, empli de fierté pour sa fille, au comportement si parfait. De son côté, Brigitte réalise qu'un univers insoupçonné s'offre à elle, un univers où elle peut maîtriser son image, où les poses photographiques deviennent une échappatoire à la réalité. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette voie qu'elle vient d'emprunter est à sens unique et ne lui permettra aucun retour. À 15 ans, elle orne la première page du magazine. Un dénommé Roger Vadim, alors assistant du réalisateur Marc Allégret, la remarque sur le cliché. Il la convoque pour une audition. C'est le commencement d'un processus inéluctable. Bardot devient progressivement le centre de toutes les attentions, des plus pures aux plus troubles. Cependant, au domicile familial, le même mutisme règne. Sa mère évoque la chance, le destin. Pas une seule personne ne s'enquiert de ce qu'elle éprouve réellement. C'est durant cette période que Brigitte connaît ses premières crises d'angoisse nocturne. Elle se réveille en Mount Saint-Ézotzel, nage, convaincue d'être épiée. Dans son journal personnel, elle confie « Je souhaiterais ne plus être, mais je ne sais où me réfugier ». Elle a tout juste 17 ans. En 1952, elle fait ses débuts sur grand écran. Sa silhouette devient un thème de débat à l'échelle nationale. On l'analyse, on la critique, on la convoite. L'adolescente réservée se métamorphose en un objet de désir. Généralisée, son père lui défend de participer à des scènes jugées trop suggestives. Mais l'industrie du cinéma n'a que faire de la pudeur. D'un père. La fracture est déjà présente. Brigitte cesse d'être une personne à part entière. Elle devient une toile. Une toile immaculée sur laquelle tout un chacun projette ses propres désirs, ses frustrations et ses obsessions, et elle en a pleinement conscience.
Elle unit sa destinée à celle de Vadim à 18 ans. Serait-ce une tentative de s'émanciper du cocon familial sans doute, mais c'est aussi une fuite éperdue vers un univers dont elle ne détient pas les clés. Dès lors, son existence intime est exposée au grand jour, son corps devient un patrimoine commun, le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles, le moindre de ses soupirs est analysé à la loupe, et au plus profond de son être, une interrogation grandit, tenace et dévastatrice. Si l'on m'apprécie pour mon apparence, qui donc m'aimera pour ce que je suis vraiment? 1956. Un long métrage va tout bouleverser. Et Dieu créa la femme mise en scène par Roger Vadim. Ce film propulse une jeune comédienne encore confidentielle au rang de légende vivante. Sur les plages ardentes de Saint-Tropez, Bardot exécute une danse pieds nus, sa chevelure flottant au vent, incarnant une liberté absolue. La planète entière est captivée. Elle n'est alors âgée que de 22 ans. Le film déclenche un véritable scandale. Jugé trop lascif, trop avant-gardiste, trop effronté. Aux États-Unis, les organisations catholiques lancent des appels au boycott, mais le public, lui, est totalement subjugué. En l'espace de quelques mois, Brigitte Bardot s'impose comme l'incarnation du désir pour toute une génération. En 1957, son nom figure dans le classement des 10 personnalités les plus en vue de la planète, aux côtés d'Elvis. Presley et Marilyn Monroe, les statistiques qui l'entourent sont tout simplement vertigineuses. Une filmographie de plus de 50 films en l'espace de 20 ans et plus de 200 parutions en couverture. De magazines, des nuées de photographes lancés à sa poursuite, et un salaire qui excède le million de francs dès la fin des années 60. Son portrait s'affiche sur les murs de Berlin, dans les devantures de Tokyo et sur les taxis de New York. En Union soviétique, des reproductions. Des copies illégales de ses longs métrages se vendent en secret. Dans l'Hexagone, on la baptise la Marianne de la République, devenant ainsi l'incarnation d'une France nouvelle, pleine d'audace et de liberté. Cependant, loin des regards, dans l'ombre des studios, la gloire commence insidieusement à la consumeur. Bardot s'investit corps et âme, sans un instant de répit. Les tournages succèdent aux entrevues, qui succèdent aux soirées mondaines. La cadence est absolument effrénée. Une performance irréprochable lui est demandée à chaque instant. Une silhouette parfaite, un sourire éclatant, un esprit vif et acéré. Son impresario l'a contrainte à s'exercer devant une glace. Tu dois être éblouissante, Brigitte. Sauf que Brigitte a perdu tout son éclat. Elle n'est plus qu'une flamme qui se meurt. Au fil des pages de ses carnets personnels, elle confie un sentiment d'asphyxie grandissant. Mon existence est celle d'un poisson dans un bocal. On m'épie, on m'analyse, on me convoite, mais personne ne me touche jamais avec douceur. La moindre sortie se transforme en véritable calvaire. Dans la capitale italienne, une meute en délire la pourchasse jusque dans les couloirs de son palace. Sur la croisette, un photographe s'aventure à escalader une gouttière afin de la surprendre dans son bain. Dans la capitale, elle n'ose plus mettre le nez dehors, sans dissimuler son visage derrière des verres fumés et une écharpe bien ajustée. Cette persécution est incessante, atteignant un degré de violence qui nous semblerait inimaginable de nos jours. La presse à scandale fait ses gros titres sur sa silhouette, ses liaisons prétendues et ses fragilités supposées. Les objectifs la capturent au moment où elle est en larmes, en pleine crise de nerfs ou en fuite. Garde-t-elle le silence? On lui invente des propos? S'exprime-t-elle? Ses paroles sont tournées en dérision. Elle cherche alors un havre de paix dans ses relations amoureuses. Jean-Louis Trintignant, Jacques Charrier, Samy Frey. Hélas, pas une de ces idylles ne survit à la tempête déchaînée par les médias. En 1960, elle met au monde son fils, Nicolas. Alors que la planète entière se réjouit de cette nouvelle, elle, au contraire, plonge dans la dépression. Elle confessera des années après « Je n'étais pas préparée, je n'ai pas été capable d'aimer ce petit être comme il l'aurait mérité. » Elle se réfugie alors éperdument dans le travail pour échapper à ce sentiment de faute. Elle tourne Le Mépris sous la direction de Godard, puis Viva Maria aux côtés de Jeanne Moreau et La Vérité. Dans Henri-Georges Clouzot, chaque film est un triomphe, mais chaque triomphe la laisse un peu plus exsangue. Finalement, cette contradiction devient absolument insupportable. Plus elle se fait l'icône de la liberté, plus elle se sent enchaînée. Pour le grand public, elle représente la femme.
émancipée, sensuelle et impertinente, mais en réalité, Bardot a l'impression d'être une poupée désarticulée, un pantin que tout le monde peut manœuvrer, sans le moindre scrupule. Son physique est devenu un produit commercial, son patronyme une griffe. Elle reçoit près de 1000 missives hebdomadaires, contenant parfois des mots de haine, parfois des déclarations insensées. Un jour, un admirateur va jusqu'à lui expédier un coffret renfermant son propre doigt, sectionné. Malgré tout, elle persévère, car c'est exactement ce que l'on exige d'elle. En 1968, à 34 ans, elle est à l'affiche des films Les femmes, L'ours et la poupée et Boulevard du Rhum. Elle apparaît sublime, éblouissante, captivante. Du moins, c'est l'image que renvoie la presse de l'époque. Mais une fois les caméras éteintes, elle s'écroule entre deux scènes. Des larmes incontrôlables surgissent. Sa mémoire lui fait défaut. Elle ne retrouve plus ses lignes de dialogue. Elle est la proie d'attaques de panique. Sur le lieu de tournage, un membre de l'équipe technique la découvre un jour, prostrée dans une zone d'ombre, chuchotant pour elle-même « Je n'existe pas vraiment, je suis un cliché, rien de plus qu'une simple image ». C'est exactement à cette période que la pensée d'une évasion, d'une éclipse totale, commence à prendre racine dans son esprit. Tout abandonner, se soustraire au regard du monde entier, cesser d'être. Bardot, mais est-il possible de s'effacer de la sorte lorsqu'on est une légende de son vivant ? Vers la fin de la décennie 60, une fissure commence à apparaître, lentement, discrètement, sans annonce formelle ni manchette tapageuse. Les personnes qui côtoyaient Brigitte Bardot à ce moment-là évoquent une lueur dans ses yeux qui disparaît sitôt que les projecteurs s'éteignent. Face à la caméra, elle sourit, elle séduit, elle interprète son rôle à la perfection, mais entre les scènes, elle se renferme sur elle-même, réclamant que l'on tamise l'éclairage. Elle tire sur sa cigarette en silence. Pendant de longues minutes, les signes avant-coureurs sont subtils, des arrivées tardives de plus en plus fréquentes, des sanglots soudains et incontrôlables, des rejets inattendus de tourner des scènes pourtant sans importance. Dans les couloirs des studios, les cinéastes chuchotent qu'elle est devenue particulièrement difficile. Les producteurs, eux, évoquent un simple surmenage temporaire. Nul ne semble vouloir prêter l'oreille à ce qu'elle ne cesse de formuler à demi-mot « je suis à bout ». Au sein de son entourage proche, l'anxiété monte d'un cran. Brigitte connaît des nuits terribles, presque blanches. Elle avoue à une confidente son sentiment d'être constamment épiée, y compris quand la demeure est déserte, dans sa propriété de la Madrague. À Saint-Tropez, elle exige que l'on ajoute de nouveaux verrous aux portes. Elle tire les tentures en plein jour. Elle insiste pour que l'on coupe le son de la radio. Tout ce qui vient de l'extérieur se transforme en une menace vague et omniprésente. La presse, pendant ce temps, continue de nourrir l'engrenage médiatique. Elle est traquée sans répit par les photographes. Des rumeurs sont fabriquées de toutes pièces. On lui invente des liaisons. On commande son physique. Les années qui passent, ses moindres faux pas. Chaque nouvelle parution est une piqûre de rappel cruel, sa vie ne lui appartient. Absolument plus. Dans un courrier qui ne sera jamais rendu public, Bardot confie « J'ai le sentiment d'être agressé, quotidiennement par des regards que je n'ai aucunement sollicités. » Le terme est d'une grande violence, mais il exprime parfaitement le fond de sa pensée. La notoriété n'est désormais plus un avantage, mais bien une violation permanente de son intimité, un véritable arrachement à soi-même. Ses liaisons amoureuses deviennent nocives, minées par la méfiance et la possessivité. Aucune idylle ne peut survivre sous le feu des projecteurs, jusqu'aux instants de complicité, les plus précieux qui se retrouvent étalés à la une des journaux. Elle se perçoit comme trahie, instrumentalisée et complètement dépouillée de son essence, modèle. Il arrivait fréquemment qu'elle s'évanouisse dans la nature, sans le moindre avertissement, pour des durées allant de quelques jours à plusieurs semaines. En conséquence, les plateaux de tournage étaient mis à l'arrêt. Suspendus, plongeant les équipes dans une attente anxieuse, son retour se faisait toujours dans le même état visiblement affaibli, le visage impassible, agissant comme si son absence n'avait été qu'une parenthèse insignifiante. Personne ne se risquait à lui demander la moindre explication. Le corps médical évoquait un surmenage psychique, des épisodes de mélancolie profonde. Pour y remédier, on lui ordonnait des tranquillisants et de puissants somnifères.
Cependant, elle les acceptait pour mieux s'en débarrasser ensuite. Je préfère la souffrance à l'anesthésie des sens. Cette formule, ceux qui l'ont côtoyée l'ont souvent entendue. C'est alors que l'alcool est entré dans sa vie, accompagné de pensées de plus en plus noires. Elle a commis plusieurs tentatives pour en finir avec l'existence. Chacune de ces tentatives a été soigneusement dissimulée, transformée en incident anodin et systématiquement sous-estimée. Il fallait préserver l'image de la femme radieuse et indépendante, qui ne devait souffrir aucune égratignure. La société française de l'époque refusait d'admettre que son idole puisse être si fragile. Une nuit, recluse dans une chambre d'hôtel impersonnelle, elle est demeurée prostrée sur le bord de son lit, figée durant des heures entières. Elle confiera bien des années après « Je possédais le monde, et pourtant, je n'avais absolument rien ». Ce paradoxe absolu semblait définir son tourment. C'est dans ce vide que les animaux sont devenus son unique havre de paix. Cela a commencé avec une poignée de chiens, pour rapidement se transformer en une meute de plusieurs dizaines. Elle échangeait avec eux, préparait elle-même leurs repas, leur accordait une confiance totale. Eux ne la jugeaient jamais. Leur regard était dénué de convoitise, leur amour était pur et inconditionnel. Progressivement, elle en vint à privilégier leur présence à celle de ses semblables. Les symptômes de son détachement du monde devenaient alors flagrants. Bardot déclinait systématiquement les sollicitations et ignorait les hommages qu'on lui rendait. Elle s'est effacée de la scène mondaine parisienne, alimentant les rumeurs qui la disaient arrogante, pleine de mépris pour son public. La réalité était tout autre, elle se blindait, elle bâtissait une forteresse autour d'elle. En 1972, au cours d'un tournage, elle a cédé complètement, son corps et son esprit à bout de force. Le diagnostic des médecins était sans appel. Poursuivre sur cette voie serait non seulement risqué, mais potentiellement fatal. Pour la toute première fois de sa vie, elle a prêté attention, elle a véritablement entendu. Il ne s'agissait pas d'un coup de tête, mais bien du point culminant de 20 années d'une pression absolument ininterrompue. Bardot a alors pris conscience que le personnage qu'elle incarnait la consumait de l'intérieur, que chaque nouveau tournage la précipitait davantage vers le vide. Durant la nuit qui a précédé la nouvelle qui allait secouer le cinéma français, elle n'a pas trouvé le sommeil. Elle a écrit, relu ses vieux journaux intimes et contemplé des clichés de sa jeunesse insouciante. L'image qu'il lui renvoyait lui était devenue étrangère. Une pensée revenait en boucle, tel un leitmotiv angoissant. Il faut que je m'efface avant que les dégâts ne soient irréversibles. Ce que ses admirateurs ignoraient à ce moment-là, c'est que Brigitte Bardot ne faisait pas seulement ses adieux au 7e art, elle se mettait en retrait de la société tout entière. Elle orchestrait une évasion méticuleuse, définitive et sans retour possible. Il ne s'agissait pas d'un caprice de vedette lasse, mais bel et bien d'un geste de pure survie, et lorsque, quelques mois après, elle rendra son choix public, personne ne saisira la portée véritable de ce qui était en train de se produire. Les commentateurs parleront de fatigue, d'une envie de prendre sa retraite avant l'heure. Ils passeront complètement à côté de la vérité fondamentale. Brigitte Bardot ne se contentait pas de fuir la lumière des caméras, elle prenait la fuite. Nous sommes en juin 1973. Nul crépitement de flash, pas le moindre tapis rouge et aucun discours d'adieu émouvant, simplement une phrase sobre dans un communiqué de presse. D'une concision extrême, Brigitte Bardot met un point final à sa carrière dans le cinéma. À seulement 39 ans, la stupéfaction est générale. Au sommet de sa renommée, celle que la planète entière appelle affectueusement bébé prend la décision de s'éclipser. Les producteurs sont en état de panique. Les cinéastes l'implorent de revenir sur sa décision. Les télévisions exigent des éclaircissements. Mais Bardot s'enferme dans le silence. L'envie n'y est plus, et la force non plus. Cela fait plusieurs mois qu'elle organise cette évasion. Elle a réglé ses derniers contrats, fait le tri dans ses effets personnels, et prévenu ses amis les plus intimes sans jamais préciser de calendrier. Puis, un beau matin, elle a tourné le dos à Paris, sans bruit ni cérémonie. Dans une des rares entrevues qu'elle accordera, elle expliquera « Mon souhait le plus cher était que l'on m'oublie enfin. Je refusais l'idée de m'éteindre sous le feu des projecteurs. » Le monde du cinéma français, quant à lui, reste perplexe. La presse y voit un caprice, une crise existentielle passagère ou un simple coup de fatigue. Les critiques les plus acerbes dénoncent son ingratitude. En réponse,
Elle rompt tous les ponts de manière irrévocable. Ce que l'opinion publique ignore, c'est que Brigitte Bardot a déjà côtoyé le précipice, les tentatives de suicide dissimulées, les hospitalisations maquillées en cure de repos, les regards perdus dans le vide, les larmes ravalées une fois les caméras éteintes. Cette rupture n'est pas une désertion, c'est une opération de sauvetage, en privé. Elle le confesse. Si j'étais resté, je me serais consumé à petit feu, inéluctablement, sans que personne ne s'en aperçoive. Sa décision de s'effacer est donc un pur instinct de survie. Elle met le cap sur Saint-Tropez, dans sa propriété de la Madrague, ce havre de paix face à la Méditerranée, ce lieu qui fut le théâtre de ses rires, de ses amours et de ses danses. Elle le transforme en un bastion imprenable. Le grand portail se referme, les visites se raréfient jusqu'à disparaître, et les cartons d'invitation finissent ignorés. Brigitte Bardot cesse d'être une icône publique pour devenir une ermite par choix. Elle se déleste de tout ce qui la lie à son existence antérieure, mettant en vente robes de créateur, parures de joaillerie et souvenirs de cinéma. Elle purge les placards de sa mémoire pour laisser toute la place au calme et au silence. Les miroirs sont alors voilés, le téléviseur reste désespérément éteint, et la radio est proscrite. C'est en 1986 qu'elle crée la fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux. Il ne s'agit pas là d'un bien plus qu'un coup de maître médiatique, c'est une véritable résurrection. Avec les animaux, il n'y a ni tromperie ni duplicité, ils sont incapables de vous juger, entièrement. Elle s'investit corps et âme dans cette nouvelle vocation campagne de stérilisation pour les félins sans foyer, combat acharné contre la tauromachie, et secours aux chiens victimes de maltraitance. Elle y consacre sa fortune, son influence et toute son énergie. Elle affronte sans crainte les lobbies, les gouvernements et les traditions établies. Sa détermination déconcerte. Elle refuse de céder. Pendant ce temps, le monde du spectacle s'obstine à vouloir la faire sortir de sa retraite. Les propositions affluent des rôles au cinéma, des unes de magazines, des distinctions honorifiques. Elle décline absolument tout, y compris la prestigieuse Légion d'honneur. Pour vivre sereinement, je n'ai que faire des médailles. Mais les paparazzi, eux, ne lâchent jamais prise. Chaque photographie dérobée déclenche une tempête dans la presse à scandale. Les titres crient « Bardot méconnaissable », la chute de l'icône, évoquant le passage de la déesse à l'anonymat. Cependant, Bardot oppose un silence total. Plus aucune interview, plus aucune apparition publique. Elle a choisi la présence réconfortante de ses chiens, de ses chevaux et de ses chèvres. Auprès d'eux, sa voix s'adoucit. Ses gestes sont tendres. Elle les chouchoute. Ces animaux sont devenus son véritable clan, et lors des très rares occasions où on l'interroge sur sa vie d'avant, son regard fuit. Cette personne, ce n'était pas moi, juste une construction. Je suis enfin redevenu une personne réelle. Le temps s'écoule, les époques se transforment. Bardot, elle, demeure immuable dans sa retraite silencieuse, un mutisme délibéré, une quiétude conquise de haute lutte. Pour une partie de l'opinion, cela s'apparente à une déchéance, un effacement dramatique. Mais pour elle, c'est une libération profonde, parce que, pour la toute première fois de son existence, Brigitte Bardot n'est la propriété de personne, ni du public qui l'adulait, ni des photographes qui la traquaient, ni de l'industrie du cinéma, mais uniquement d'elle-même. Pour Brigitte Bardot, le vieillissement ne fut jamais un opprobre, mais bien une émancipation, au cœur de son silence. Elle consigne ses pensées dans des journaux intimes, des lettres, des méditations. Dans l'un de ses écrits, découverts des années après, on peut déchiffrer « Je n'ai jamais aspiré à être une vedette, j'aspirais à être libre, et j'ai failli à cette quête. » Ces quelques mots, d'une simplicité désarmante, résonnent tel un appel au secours. Longtemps contenu, sa vie entière, Bardot a porté une façade, la façade du fantasme, de la séductrice inaccessible, du symbole. Mais sous cette armure se cachait une femme terrorisée, angoissée par l'oubli, mais plus encore par la perspective d'être perpétuellement observée, sans jamais être véritablement comprise. Lors de ses très rares sorties publiques suivant son retrait de la vie artistique, son attitude trahissait une tension, une appréhension, voire une méfiance palpable. Elle n'offrait que de rares sourires, quand elle n'affichait pas un visage totalement fermé, et lorsqu'on l'interrogeait sur ses regrets concernant le cinéma, sa réponse fusait, directe et sans appel.
Non, cet univers ne m'a jamais apporté le bonheur. Il m'a dépossédé de ma jeunesse, de mon corps et de ma quiétude. Ce qui est peut-être le plus troublant n'est pas ce qu'elle a exprimé, mais tout ce qu'elle a tu. Durant plusieurs décennies, elle s'est refusée à toute confidence, non par orgueil, mais par pur instinct de survie. Cependant, au fil des ans, quelques bribes de vérité ont fini par émerger. Dans ses mémoires, elle couche sur le papier cette phrase effroyable: « Je me suis senti agressé par les regards. » Chaque prise de vue était une nouvelle blessure. Ce n'est pas une simple image, c'est un véritable trauma. Bardot a réellement perçu son exposition, médiatique comme une agression en soi, une agression journalière, rendue acceptable, presque invisible derrière le paravent des ovations. Bien plus tard, au détour d'une lettre destinée à son mari, Bernard Dormal, elle laisse échapper ces quelques mots comme des instructions pour son grand départ. Le jour où je m'en irai, je ne veux que le silence. Pas de fleurs, pas de caméra, juste ta présence et celle des chiens. Puis, en bas de page, une signature pour le moins surprenante, non pas Brigitte, mais un terme affectueux, presque puéril, piou piou. Ce sobriquet, que seuls quelques proches connaissaient, était celui qu'elle employait quand elle se permettait de redevenir fragile, lorsqu'elle rédigeait des mots pour ses animaux ou s'adressait à son époux dans le secret de leur foyer. Il semblerait, d'après plusieurs sources, que ce fut son ultime parole, piou piou, une syllabe à peine audible, comme un souffle, une ultime tentative pour retrouver la petite fille qu'elle était, bien à l'abri de la tourmente de sa vie. Aucune funéraille nationale n'ont été organisées, aucun hommage télévisuel grandiose, c'était sa volonté. Sa dépouille a été incinérée dans la plus grande discrétion, et ses cendres furent répandues dans un endroit confidentiel, connu seulement de son cercle intime. Nulle plaque commémorative, nulle stèle funéraire, aucun mausolée pour sa mémoire. Ma naissance s'est faite dans la lumière, permettez-moi de m'éteindre dans l'ombre. Ce souhait ultime est la clé de voûte de toute son existence. Elle n'a jamais convoité la célébrité, elle aspirait uniquement à la tranquillité. Et malgré tout, même par-delà la mort, son effigie demeure omniprésente. On commercialise des calendriers, des affiches, des tasses à son nom. De jeunes femmes imitent son style sur Instagram. Diverses enseignes exploitent son nom, mais la véritable Bardot, elle, a disparu. Elle s'est retirée avec une détermination méthodique, une grande pudeur et un immense courage. C'est dans cette disparition volontaire qu'elle a finalement obtenu ce qu'aucun long métrage, aucune récompense, ni aucun homme n'avait jamais pu lui donner. La liberté d'être sans être exposée, la liberté d'aimer sans subir le jugement, et la liberté de s'éclipser sans avoir à se justifier. Brigitte Bardot n'a jamais révélé l'entière vérité, elle a simplement choisi de vivre dans le silence, et ce fut là sa plus grande confession. Au fond, Brigitte Bardot n'était pas une comédienne, elle était une illusion, une projection fantasmée par la France d'abord, puis par le monde entier, sur le dos d'une jeune femme qui n'aspirait à rien de tout cela, une figure indépendante, presque évanescente, incarnant l'ensemble des aspirations de son temps, qu'elle a ensuite bannie avec une brutalité équivalente. Son existence n'a été qu'une suite ininterrompue de paradoxes, simultanément vénérés et mal interprétés, glorifiés mais aussi emprisonnés, indépendante en surface, mais en vérité enchaînée. Les médias se sont efforcés de réduire son parcours à une ascension fulgurante suivie d'un déclin. Pourtant il ne s'est jamais agi d'un effondrement, mais bien d'un retrait délibéré, une métamorphose intime que peu de gens ont su percevoir. Ceux qui l'ont condamné pour son impertinence, ses opinions tranchées ou ses longs mutismes ont omis de distinguer la souffrance dissimulée sous l'apparence. Le tourment derrière la quiétude, le refus dans ses yeux. Jamais Brigitte Bardot n'a sollicité la pitié de quiconque, elle n'a jamais imploré l'absolution. Son unique souhait était qu'on lui fiche la paix, et jusqu'à son dernier souffle. Elle a lutté pour obtenir ce privilège élémentaire. Pourtant si inaccessible pour une icône de sa stature le droit d'être oublié, de nos jours, tandis que les nouvelles générations se succèdent et explorent sa filmographie, ses clichés, son héritage, une interrogation demeure. Flottant dans l'atmosphère iodée de Saint-Tropez, avons-nous réellement chéri Brigitte Bardot, ou n'avons-nous été séduits que par son incarnation de nos propres aspirations, de notre soif de liberté illusoire, de notre temps? Et si, finalement, sa décision de se retirer était la bonne,
si l'unique triomphe possible dans cet univers de surexposition constante consistait précisément à s'effacer. Au terme du chemin qui conduit à la Madrague, on ne trouve aucune statue, simplement un portail usé par le temps. Derrière cette barrière, la rumeur dit que l'on perçoit parfois l'aboiement d'un chien, le frôlement discret du vent et, peut-être, un chuchotement lointain. Un souffle d'innocence, d'ombre et de douceur infinie. Piou piou, ouais,